Bonjour mesdames et messieurs les membres du Conseil supérieur des langues qui sont désormais connectés dans un très grand nombre à distance. Je vous remercie de bien vous assurer que vous êtes identifiés sur votre vignette Zoom pour permettre ensuite aux techniciens de faire la répartition pour la séance de travail qui suivra la cérémonie d'installation officielle. Nous allons commencer d'une façon très imminente et lancer donc le streaming vers les auditeurs publics, donc qui sont l'ensemble des inspecteurs de langue, de lettres, le réseau des DAREC également, et un certain nombre de partenaires associés. Juste vous indiquer qu'à l'issue donc de la séquence publique qui verra Monsieur le ministre s'adresser à l'ensemble des membres du Conseil supérieur des langues, nous aurons un temps de parole donné à chaque président des collèges représentés. Donc, je commencerai par Madame la rectrice de La Réunion, je continuerai par Monsieur le recteur d'Aix-Marseille, et ensuite je donnerai la parole à Madame la rectrice de l'Académie de Bordeaux. Voilà. Je vous remercie encore une fois de votre participation et de votre compréhension pour ce petit délai avant de démarrer la cérémonie d'installation. Très bonne après-midi à toutes et tous, et encore merci d'être là. Comme ça? Oui. Merci, bonjour à tous et pardon pour ce premier intermède. C'est du direct, comme vous pouvez le constater. Donc nous sommes là tous ensemble pour ouvrir et installer ce Conseil supérieur des langues, souhaité par le ministre dès la rentrée de cette année, et qui a vocation à réunir autour de problématiques à la fois spécifiques et transversales 3 collèges, hein, le collège des langues vivantes, des étrangères, des langues vivantes régionales et des langues de l'Antiquité. Je remercie avant tout monsieur le professeur Ossola qui est là avec nous aujourd'hui et qui a accepté de présider ce conseil d'abord avec tout le prestige et la carrière qu'il a menée autour des littératures modernes de l'Europe néo-latine, et je crois que ce pluriel est un point très intéressant et très important pour nous aujourd'hui. Ce conseil aura 3 objectifs, hein, finalement, celui d'élever le niveau général de nos élèves en langue et dans toutes les langues, de renforcer la contribution des langues vivantes et de leur enseignement, des langues vivantes et anciennes, de notre enseignement à l'ouverture au monde et à la défense des valeurs humanistes, hein, qui sont au cœur de notre système éducatif. Et surtout, peut-être que c'est sans doute la nouveauté, de favoriser l'ensemble des échanges entre tous les acteurs du monde scolaire, mais pas seulement, et acteurs des enseignements de ces 3 types de langues. Le programme de cet après-midi, pour certains d'entre vous le connaissent, mais je le reprends. Donc, après ces quelques mots d'accueil, il y aura une présentation par la DGESCO et l'IG des actions qui ont été menées en faveur des langues étrangères régionales et anciennes depuis 2017 et même avant, bien entendu. Une intervention du président du Conseil, le professeur Ossola, et une présentation de la feuille de route, hein, par Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire, et moi-même. Le ministre qui nous rejoindra et qui est en déplacement, mais qui arrivera avant la fin de cette première séquence, conclura l'ensemble de cette table ronde ouverte avant que les membres du collège n'aient une première séance de travail en atelier fermé pour terminer et conclure l'après-midi. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Laurent Berger qui va présenter la suite de notre programme, et notamment la présentation des politiques qui ont été menées autour des enseignements des 3 collèges. Merci. Je vous remercie, madame la doyenne, madame la vice-présidente, monsieur le vice-président, monsieur le président Ossola de votre présence, et je suis très honoré d'être le secrétaire général du Conseil supérieur des langues et d'animer aujourd'hui avec vous
cette séquence d'installation qui est un grand jour pour les langues vivantes, régionales et pour les langues vivantes de l'Antiquité. Nous avons souhaité inaugurer cette installation par un hommage rendu à l'immense travail fourni par tous les professeurs, par les formateurs et par l'ensemble des acteurs qui œuvrent quotidiennement au service des apprentissages linguistiques des élèves. Et c'est pour cela que nous vous proposons de découvrir tout de suite une vidéo qui porte témoignage de ces très nombreuses initiatives en faveur de l'enseignement des langues vivantes étrangères, des langues vivantes régionales et des langues vivantes de l'Antiquité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Heute ist Montag, der 5. Oktober. Les premières cités grecques, toi, tu les vois arriver vers 500 avant Jésus-Christ. Das hier, Struktur, die hier so gedreht ist, nennt man die Geißel. J'ai osé la mobilité. On a osé la mobilité! London Eye is located on the banks of the Thames, just across from Big Ben and the Houses of Parliament. That's correct. Hello, pupils. This is Captain Kelly speaking. Ready for takeoff? Repeat. Amelia. Amelia. Hello, Amelia.
Merci beaucoup de votre attention et donc maintenant je me tourne vers nos 2 premiers intervenants, madame Isabelle Legui, inspectrice générale en charge du plan langue vivante et monsieur Jean Hubac, sous-directeur à la direction générale de l'enseignement scolaire pour l'innovation, la formation et les ressources. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur les principes qui gouvernent finalement l'orientation des actions en faveur des apprentissages linguistiques tels que nous avons pu les découvrir rapidement dans cet extrait vidéo? Écoutez, bien volontiers, bien évidemment. Alors, mesdames, messieurs, avant de commencer et d'essayer de faire avec les élèves leur parcours de l'école primaire au baccalauréat, quelques propos d'abord. Plusieurs caractères s'attachent à l'apprentissage des langues tels que nous allons vous le présenter. 3, la précocité, la régularité et la diversité. Et à la fois pour ces 3 aspects des langues et des approches. Et en effet, à l'enseignement d'une langue vivante dès l'école primaire, puis d'une seconde langue à partir du collège, s'ajoute pour un nombre croissant d'élèves à tous les niveaux du système scolaire des établissements en langue, quelle qu'elle soit. Les sections, les options et les dispositifs linguistiques, y compris pour les langues anciennes, et qui sont toutes des modalités renforcées d'apprentissage et porteuses d'ouverture internationale, s'étendent à un public scolaire plus large. Donc on va vous inviter à commencer par l'école primaire. Les parcours renforcés démarrent le plus souvent à l'école primaire, dès la maternelle, par une sensibilisation à la diversité des langues, et se poursuivent au collège et au lycée. Précisons dès maintenant ce que recouvrent ces parcours renforcés que nous retrouverons à tous les niveaux présentés ici. L'offre de renforcement linguistique dans les établissements comprend un choix d'enseignement optionnel de langue et en langue, de section linguistique et de spécialité au cycle terminal. Tous ces enseignements ont en commun une exposition et une pratique augmentée de la langue au-delà des matières et des horaires obligatoires pour tous les élèves. Cette possibilité concerne également les langues régionales, comme le précise la circulaire du 14 décembre 2021 sur l'enseignement des langues et cultures régionales. Les nouveaux parcours créés dans les académies, sous l'impulsion du plan langue notamment, ont pour but de rendre les dispositifs linguistiques accessibles à un public scolaire élargi, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Ils sont parfois implantés en lien étroit avec les collectivités territoriales, qui voient là un moyen d'améliorer l'attractivité de certaines zones géographiques. Parmi ces parcours renforcés, certains reposent sur l'association d'une langue et d'une discipline ou de certaines spécialités dans la voie professionnelle. Et c'est d'ailleurs un point que notre futur Conseil supérieur des langues va étudier dans ces différents collèges, cette didactique croisée entre langue et discipline ou spécialité. Revenons maintenant à l'école élémentaire. Les académies développent des parcours dits bilingues ou EMIL, qui, au-delà des 90 minutes hebdomadaires consacrées à l'apprentissage de la langue, permettent d'associer cette dernière à certains éléments des programmes, comme par exemple le chant, les mathématiques ou la géographie. Dans les 2 cas, l'accent est mis sur la régularité des apprentissages et des séances quotidiennes de 20 minutes sont la modalité recommandée. L'enseignement de la langue vivante, tout comme les enseignements bilingues ou EMIL, sont assurés par les professeurs des écoles. Alors pour mettre en place l'ensemble de ces dispositifs, bien évidemment, c'est le renforcement de l'enseignement, de l'accompagnement, et de la formation des professeurs qui sont cruciaux. Aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Et 2 aspects en particulier, la réforme des concours d'enseignement, de recrutement de professeurs des écoles, qui permettent donc aux professeurs volontaires de passer une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère, dans les 4 langues enseignées principalement, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien, pour que les candidats, justement, puissent faire valoir leurs compétences, des compétences utiles à leur exercice professionnel. Et ce qui a comme conséquence d'inscrire dans les maquettes de formation de nos professeurs des écoles des modules de formation aux langues étrangères. Pour les langues régionales, il existe des concours spéciaux dans les académies où ces langues sont majoritairement parlées. Une fois qu'ils ont obtenu leur concours, c'est aussi la formation continue qui est engagée et les ressources que nous mettons à disposition des professeurs. Alors,
Bien évidemment, c'est l'ensemble des ressources d'accompagnement des programmes qui sont concernés, des programmes scolaires. Peut-être faire une focale sur deux ressources aujourd'hui. L'une assez classique, on va dire dans sa forme, mais en tout cas qui confirme l'importance que l'on accorde à ces ressources, qui est le guide de l'enseignement des langues dans le premier degré, qui propose à la fois une réflexion sur les points clés de ces apprentissages précoces et des exemples précis de séances en allemand, en anglais et en espagnol. Et puis plus récemment, vous l'avez vu dans la vidéo, cet outil Captain Kelly qui est un assistant vocal, un boîtier numérique piloté par le professeur, conçu grâce aux ressources du numérique et de l'intelligence artificielle capable de reconnaissance visuelle et vocale. Et par la voix, une voix qui est authentiquement humaine, vous l'avez entendu, il capte l'attention des élèves, guide leurs actions en anglais et interagit avec eux. Des activités qui sont courtes, variées et graduées, qui proposent donc au choix du professeur de mettre l'accent sur la production et l'interaction orale. Pour l'instant, uniquement en anglais, mais des réflexions sont en cours sur d'autres langues. Ces ressources donc sont bien des appuis dans le cadre de la formation continue de nos professeurs des écoles et permettent justement de consolider des apprentissages pour les élèves qui passent ensuite au collège. Et nous arrivons au collège. C'est là qu'intervient au collège l'apprentissage d'une seconde langue à partir de la classe de 5e ou dès la 6e dans les dispositifs bilingues que vous avez pu apercevoir dans la vidéo, qui permettent de commencer une seconde langue vivante à l'entrée en 6e. 15% des élèves de collège sont inscrits en bilingue à la rentrée 2021. Dans le système scolaire français, de la 5e à la terminale, tous les élèves apprennent au minimum 2 langues, y compris dans la voie professionnelle pour les élèves du secteur des services. La langue apprise majoritairement dès l'école élémentaire étant l'anglais, il a été décidé d'évaluer le niveau atteint par les élèves en anglais en fin de cycle 4. Le test de positionnement en ligne EVA Langue Collège, que vous avez aperçu également dans la vidéo, conçu par France Éducation Internationale pour tous les élèves de 3e, soit 875 000 élèves, va permettre de donner à chacun d'entre eux, y compris dans l'enseignement français à l'étranger, son positionnement sur un niveau de maîtrise du cadre européen commun de référence pour les langues, dont les échelles sont apparues également dans la vidéo. Réalisé en fin de 3e, EVA Langue permettra d'engager en académie comme dans les établissements une réflexion sur la progressivité des apprentissages, au cycle 3 et 4 principalement, et sur la pédagogie mise en œuvre dès les premières années d'apprentissage de la langue. Et c'est un autre point sur lequel les travaux du Conseil supérieur des langues pourront porter. Les parcours renforcés de type Émile ou bilingue, commencés à l'école maternelle, à l'école élémentaire, parfois maternelle également, se poursuivent au collège sous forme de cours de diverses disciplines enseignés en langue vivante. À la rentrée 2022, une action volontariste en faveur de la mixité sociale doit conduire un collège REP+ dans chaque académie à ouvrir une section internationale. L'offre d'enseignement en langue qui est important, avec des enseignements facultatifs de langue et culture soit étrangère, soit régionale, soit de l'Antiquité, avec des horaires qui viennent s'ajouter à celui des enseignements obligatoires pour les élèves volontaires. Clairement, l'objectif est de diversifier l'offre d'enseignement en langue et de l'offrir au maximum d'élèves, un nombre, on l'a vu, qui est croissant. Pour enseigner dans ces conditions-là, c'est aussi, et je reviens dessus, mais pour l'enseignement secondaire, la question de la formation qui est importante, celle des professeurs, et de la reconnaissance de leurs compétences via des certifications complémentaires qui sont proposées en langue étrangère, en langue régionale et en langue et culture de l'Antiquité. C'est l'occasion de permettre à ces professeurs volontaires pour passer la certification d'enseigner une partie du temps d'enseignement de leur discipline dans une langue vivante depuis 2003, ou de permettre à des professeurs d'enseigner le latin et le grec depuis 2018. Avec 3 caractéristiques. D'abord, garantir un niveau de maîtrise linguistique. Ensuite, reconnaître une compétence professionnelle pour ces professeurs. Et enfin, leur donner la possibilité de porter des projets pédagogiques en faveur des langues grâce à l'enseignement en langue.
Et puis enfin, Isabelle Le Guy l'a signalé avec l'enseignement Émile, c'est la production de ressources pour accompagner le développement des parcours renforcés en langue vivante, et en particulier un guide de l'enseignement en langue, dit Émile, qui permet donc l'installation dans les établissements et la valorisation de ces parcours. Au lycée maintenant. L'objectif de soutenir l'apprentissage des langues tout en donnant accès aux parcours renforcés et internationaux à un public plus large s'incarne dans deux dispositifs, l'un issu de la réforme du lycée, l'autre du plan langue. Les enseignements de spécialités en langue, qu'elles soient étrangères, régionales ou de l'Antiquité, sont proposés au choix des élèves à l'entrée en classe de première. Combinés à d'autres spécialités, ils forment des triplettes en première et des doublettes en terminale. Les combinaisons ainsi formées, qui sont variées, permettent à des élèves au profil scolaire et aux vœux d'orientation diversifiés d'approfondir leurs compétences en langue, à raison de 4 heures en première et de 6 heures en terminale, qui s'ajoutent aux heures de langue du tronc commun. Ce dispositif est issu de la réforme du lycée et du baccalauréat. Pour ce qui est de l'autre dispositif, les parcours renforcés en langue étrangère, dont les plus précoces commencent à l'école primaire, ils trouvent un débouché possible dans les sections internationales de collège puis de seconde, qui se poursuivent ensuite dans les classes menant au BFI. Le BFI, baccalauréat français international, qui dans la première session aura lieu en 2024 et donc émane donc des 10 actions du plan langue et se met en place cette année. Deux caractères distinguent ce nouveau baccalauréat international de l'option internationale du baccalauréat, l'OIB, que tout le monde connaît. D'une part, un élargissement du champ des enseignements accessibles sur une base qui demeure fortement ancrée sur l'enseignement de littérature, de culture et d'histoire des pays de référence, et d'autre part, un engagement de l'élève dans un partenariat international qui va ouvrir la langue étudiée à une action et à une conduite de projet à l'international, ainsi qu'à une interaction avec un locuteur de cette même langue. Alors, sans revenir sur la question des certifications, puisque ce que j'ai expliqué pour le collège vaut aussi pour le lycée, je voudrais insister sur la question de l'attestation du niveau des élèves, de leur maîtrise en langue, que ce soit par le système d'attestation mis en place en fin de terminale pour tous les élèves donc, de lycée général et technologique, à la fois pour la LVA et pour la LVB, ou que ce soit pour les certifications spécifiques pour ces mêmes élèves. Pour revenir sur l'attestation de fin de terminale, c'est une attestation donc, qui indique le niveau atteint par le candidat dans ces deux langues vivantes A et B, qu'elles soient étrangères ou régionales pour la langue vivante B, et qui précise ce niveau pour chacune des activités langagières au regard du cadre européen commun de référence pour les langues. C'est aussi la raison pour laquelle la vidéo insiste sur le caractère de reconnaissance dans un système européen de ce niveau de maîtrise par les élèves. Donc la compréhension de l'oral, l'expression orale en continu, l'expression orale en interaction, la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. Et de manière complémentaire à ce système, donc qui s'adresse à l'ensemble des lycéens de la voie générale et de la voie technologique, c'est aussi proposé à un certain nombre d'élèves volontaires qui sont la plupart du temps inscrits dans des parcours de renforcement linguistique, un système de certification gratuit pour l'anglais et l'espagnol et pour les élèves de 3e et de seconde pour l'allemand. Certifications qui sont là aussi adossées au cadre européen commun de référence pour les langues et qui sont le fruit de partenariats avec les ministères de l'éducation des Länder, la KMK pour l'allemand, le Cambridge Assessment English pour l'anglais et l'Institut Cervantes pour l'espagnol. L'année précédente, en 2021, pour la session 2021, c'était plus de 84 000 élèves français qui étaient concernés par ces certifications et qui, là aussi, ont pour vocation de valoriser le niveau atteint par ces élèves dans une logique de parcours et de reconnaissance que nous essayons d'installer tout au long de la scolarité. L'ouverture à l'international. Avec un double objectif d'ouverture à l'Europe et à l'international et d'ouverture à la diversité sociale, les projets de mobilité à destination des élèves renforcent aussi l'apprentissage des langues.
Comprise dans le cahier des charges des sections internationales et des sections européennes ou de langue orientale, la mobilité est également un levier d'ouverture sociale et culturelle dans la voie professionnelle pour les élèves qui s'engagent dans une période de formation en milieu professionnel à l'étranger. Les langues peuvent être à l'origine du projet, comme elles peuvent être l'une des compétences acquises par l'expérience de la mobilité. Pour les personnels, cadres académiques et professeurs, la mobilité nourrit la réflexion sur les systèmes éducatifs et sur les pratiques pédagogiques. Pour les professeurs qui s'engagent dans un parcours linguistique renforcé ou dans l'enseignement de leur spécialité ou de leur discipline dans une autre langue que le français, la mobilité est l'une des étapes nécessaires au projet de développement professionnel. Concrètement, la mobilité sous diverses formes est promue et soutenue par les agences eTwinning et Erasmus+, par l'opérateur France Éducation Internationale et par les services dédiés en académie. L'un des programmes de mobilité les plus connus, celui des assistants de langue, est piloté par France Éducation Internationale, de même que les séjours et stages à l'étranger pour les professeurs, avec un double objectif d'enrichissement pédagogique et linguistique. L'une des déclinaisons du programme Erasmus+, eTwinning, facilite les échanges internationaux et la conduite de projets collaboratifs à distance ou en mode hybride. Tout cela au bénéfice des élèves comme des personnels. En mars 2021, 21 500 établissements et plus de 66 000 enseignants étaient inscrits dans un projet eTwinning avec une grande diversité de pays partenaires en Europe. Pour les élèves à tous les niveaux du système scolaire et dans tous les territoires, eTwinning constitue une ouverture sur le monde et sur d'autres modes de vie exprimés en d'autres langues. Il peut s'agir également d'un premier pas vers un projet Erasmus+. Les projets Erasmus+, comme les projets eTwinning, bénéficient du soutien des académies en matière de conseil et de formation. Les corps d'inspection et les délégués académiques aux relations européennes et internationales fixent des objectifs de développement et accompagnent les établissements volontaires. Les académies elles-mêmes ont des partenaires et des actions de coopération pérennes avec d'autres régions du monde dont elles font bénéficier des publics scolaires de plus en plus larges, de l'école primaire aux 3 voies du lycée. Le suivi et la reconnaissance des projets internationaux et des parcours renforcés en langue vivante passent par un processus de labellisation. Par exemple, le label Euroscol est attribué à un nombre croissant d'écoles, de collèges et de lycées qui placent l'ouverture internationale au centre de leur projet d'établissement. Une cartographie sur le site EduScol permet d'en découvrir la localisation. Ce label, le label Euroscol, ce label est à la fois une valorisation des actions des établissements, une reconnaissance de l'investissement des élèves et des professeurs dans une démarche d'ouverture internationale. Alors peut-être une dernière focale sur les langues et cultures de l'Antiquité, avec divers points et qui montrent la permanence de l'attention portée à ces enseignements. D'abord, une véritable logique de parcours, on va le voir là aussi pour les élèves depuis l'entrée au collège jusqu'au baccalauréat, avec depuis cette rentrée un enseignement facultatif, français et culture antique en classe de 6e, pour mieux comprendre et maîtriser le fonctionnement de la langue française, domaine du lexique, de la grammaire et de la culture, et s'initier aux langues grecques et latines, qui est donc enseignement facultatif déployé à titre expérimental depuis la rentrée 2021 et qui rencontre auprès des élèves qui en bénéficient un succès important, y compris pour des élèves qui connaissent des difficultés avec l'apprentissage de la langue française. C'est évidemment à partir de la 5e, et là pour le coup, pour l'ensemble des élèves, l'enseignement facultatif langue et culture de l'Antiquité, le latin dès la 5e et le grec à partir de la 3e, y compris d'ailleurs dans une sorte de mixte possible, latin-grec en 3e, pour près de 400 000, un peu plus, pardon, de 400 000 collégiens cette année, donc tout confondu dans l'apprentissage des langues et cultures de l'Antiquité. Au lycée, la réforme donc, du lycée s'est accompagnée aussi de nouveaux programmes de langue et culture de l'Antiquité,
avec un enseignement optionnel LCA, donc en lycée pour la seconde générale et technologique, la première et la terminale générale, donc sur l'ensemble du cycle pour les élèves. Et puis surtout, un enseignement de spécialité spécifiquement dédié à la littérature, aux langues et à la culture de l'Antiquité, LLCA, pour les élèves donc de la voie générale. Pour ces élèves, l'enseignement de spécialité est l'occasion donc d'approfondir leurs connaissances et leur maîtrise du latin ou du grec jusqu'au baccalauréat s'ils le souhaitent. Ce sont des enseignements, tous, LCA et LLCA au lycée, qui sont organisés en objet d'étude, avec des thématiques aussi variées que l'homme et l'animal, l'homme et le divin, soi-même et l'autre, vivre dans la cité, masculin, féminin, leçon de sagesse antique, etc., et qui renforcent les liens de manière volontaire entre la compréhension du monde antique et la compréhension du monde contemporain. Cette année, ce sont un peu plus de 61 000 élèves de lycée qui bénéficient d'un enseignement de latin ou de grec, ou de grec. Et puis à la rentrée prochaine, là aussi dans une optique résolument de lien entre les langues et de ponts construits entre les cultures, ce sont les sections Mare Nostrum qui auront vocation à proposer aux élèves donc une approche féconde de rapprochement entre les langues anciennes, les langues vivantes, étrangères ou régionales. Vous l'avez vu dans la vidéo, sur la fin, je crois, le site Odysseum, là aussi une expérience unique. Un site de référence a été créé, porté sous le label Eduscol, en faveur des langues et cultures de l'Antiquité. Il s'appelle Odysseum, je pense que vous le connaissez déjà pour tous ceux qui ont coutume de travailler sur les langues et cultures de l'Antiquité. C'est un site qui fédère un certain nombre d'articles, de mise à disposition d'outils pour les professeurs, mais aussi pour les élèves, et qui vient de s'enrichir d'un musée virtuel de la Méditerranée, dont là aussi vous avez vu quelques images, qui, via des illustrations, des photographies de sites antiques tout autour de la Méditerranée, permet d'avoir une approche qui soit à la fois visuelle et intellectuelle de ce monde-là. Le succès du site, franchement, est aussi au rendez-vous aujourd'hui quand on regarde les consultations et dépasse largement la communauté, sans doute, des férus de langue et culture de l'Antiquité pour toucher un public qu'on pourrait estimer être un grand public. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais je ne vais pas le répéter, simplement dire une chose, la certification complémentaire, donc langue et culture de l'Antiquité, permet, sans qu'on sache encore aujourd'hui combien de professeurs en bénéficient, permet aux professeurs de langue étrangère de passer ces certifications en langue et culture de l'Antiquité. Et le fait que des professeurs de langue étrangère puissent être amenés à un moment donné, évidemment volontairement, à enseigner le latin ou le grec, vient confirmer justement cette idée que nous avons de renforcer ces liens entre les langues, entre toutes les langues, et donner une sorte de légitimité aussi au travail à mener entre les différents collèges du Conseil supérieur des langues. Et puis chaque année, donc, nous menons un plan national de formation dédié aux langues et cultures de l'Antiquité, adossé à un événement national, les Rendez-vous de l'Antiquité de Lyon, et qui permet de souligner la modernité de l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité dans le système éducatif français. Tout dernièrement, un séminaire national consacré aux langues et cultures de l'Antiquité dans l'espace européen a initié une dynamique partenariale et comparatiste de l'enseignement de ces langues dans différents pays européens, avec des ministres chypriotes, grecs et le ministre de l'Éducation nationale français qui ont pu déclarer leur intention de poursuivre ces échanges dans un cadre européen et ainsi de mener ensemble une sorte d'espace commun autour des langues et cultures de l'Antiquité européens. Alors, nous venons de vous présenter de manière, à grands traits, on en a bien conscience, la politique éducative en faveur des langues, qu'elles soient étrangères, régionales ou de l'Antiquité. Vous retrouverez des éléments complémentaires et plus précis dans le dossier pédagogique qui est diffusé à la faveur de l'installation du Conseil supérieur des langues, et puis bien évidemment sur nos deux sites majeurs, education.gouv.fr et Eduscol. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation riche, dense et éclairante qui témoigne avec donc la vidéo que nous avons présentée en début de séquence de toute la richesse des parcours, puisque c'est quand même le terme qui ressort, de ces parcours linguistiques et de ces enseignements linguistiques qui tendent vers des objectifs finalement communs, ceux de développer
les citoyens de demain, capables d'ouverture, de compréhension de l'autre et capables de distanciation sur le monde. Donc, nul doute que ce panorama saura nourrir et donner un véritable point de départ aux réflexions du Conseil supérieur des langues. Et c'est donc maintenant vers monsieur le professeur Carlo Ossola que je me tourne. Monsieur le professeur, je vous remercie vivement d'avoir accepté la présidence, de nous faire l'honneur d'avoir accepté la présidence de ce Conseil supérieur des langues. Monsieur le professeur, vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes titulaire de la chaire Littérature moderne de l'Europe néo-latine, et vraiment, du fond du cœur, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de venir nous livrer quelques mots à l'ensemble des membres du Conseil supérieur des langues et ainsi qu'à la communauté des acteurs qui œuvrent, comme nous l'avons dit, à faire que les langues vivantes étrangères, régionales et de l'Antiquité puissent vivre au quotidien dans les établissements scolaires et les écoles. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Un grand merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, chers collègues, je suis conscient de la responsabilité et honoré de la confiance que vous m'accordez. Fort heureusement, la mission de ce conseil est collégiale et votre expérience, chers collègues, sera le fondement de notre réflexion. Nous avons le privilège de travailler dans un domaine euphorique, riche, fourni de traditions plurielles. Le poète italien Andrea Zanzotto soulignait que l'Europe, je le cite, est une grenade de langues, un fruit bien touffu, plein de graines serrées et pourtant distinctes, dont les interstices sont en même temps des diaphragmes et des collants. Si cette comparaison vous paraît pertinente, nous n'aurons pas à peiner pour reconnaître l'austérité stricte qui accompagne le monolinguisme. Nous réunirons plutôt dans un riche chronotope les espaces et les temps de ce qui est le plus universel des caractères du genre humain, les langues, qui ne suscitent aucune contre-indication à la différence de l'autre universel qu'est la nourriture. Notre travail sera donc un voyage dans un pays de merveilles que souvent nous délaissons. Je remercie tout particulièrement Monsieur le ministre qui a eu l'idée féconde d'unir les langues classiques, les langues européennes et méditerranéennes, les langues régionales, afin que rien ne nous soit plus étranger. Car nous ne devrons plus choisir si être les premiers dans notre village ou les secondes dans les capitales de l'uniformité. C'est un geste plein d'avenir qui demande tout notre engagement. Bien évidemment, l'énonciation lumineuse d'un principe n'est pas encore sa démonstration ni sa conclusion. Notre travail est délicat et demande de l'équilibre. Nous ne pouvons pas miser seulement sur la richesse patrimoniale de nos langues, autrement, tôt ou tard, ce patrimoine sera si précieusement exclusif qu'il faudra le sauvegarder dans un musée. Mais nous ne pouvons pas non plus nous appuyer sur les aspects qui font de nos langues des outils de communication souples, immédiats, facilement maniables, disponibles à tous et à tout usage. Une langue outil, en effet, est prête à être remplacée par des outils numériques, visuels, etc., plus immédiats, qui demandent peu d'apprentissage et qui transforment, c'est déjà un peu le cas, notre patrimoine linguistique en source aride, en os mutum. Nous devons donc éviter le double écueil de la patrimonialisation et d'autre part de l'instrumentalisation des langues. La mémoire des langues est épaisse comme une forêt luxuriante et nous n'avons pas le droit de la battre juste pour mieux marcher. Il est préférable de la parcourir lentement, cette divina foresta spessa e viva, cette divine forêt épaisse et vivante, que Dante découvre au paradis terrestre, au sommet du purgatoire, et qui va nous absorber à partir d'aujourd'hui. Les langues sont comme le monde souterrain découvert par Plinius dans le voyage de Nicolas Plinius dans le monde souterrain, contenant une nouvelle théorie de la Terre de Ludwig Holberg, 1741. Un monde parfait où les arbres, très civilisés,
se parlent par leurs racines souterraines sans se déplacer, ni crier, ni se tortiller par des gestes incongrus. Nous devrons certes nous servir de catégories linguistiques passées par les grilles des programmes scolaires, mais notre travail sera plus aisé si notre idée des langues est comme le chœur de 34 strophes prévu par Michel Butor dans La Vision de Namur, 1983, libretto pour la musique d'Henri Pousseur, où le chœur unit et entrelace le canon des langues qui composent les pétales de la rose des voix. Je le cite, le flamand, l'allemand, anglais, russe, italien, danois, yiddish, grec, français, wallon, chinois, arabe, espagnol, japonais, ruandais, breton, sanskrit, amérindien, etc., jusqu'à composer ces 34 pétales. C'est alors que nous pourrons dire, dans cette sorte de réseau aérien, formé par les langues de tous les temps et pays, encore une fois avec Michel Butor, je le cite, « Toutes les portes sont ouvertes, tous les navires ont des ailes. » Et surtout, les langues ne sont pas, en leur essence, un objet linguistique, mais le rythme, la pulsation d'un cœur humain. Michel de Montaigne l'a si bien dit, je le cite pour terminer, « Ceci m'advient aussi, que je ne me trouve pas où je me cherche et me trouve plus par rencontre que par l'inquisition de mon jugement. Allons donc à la rencontre des hommes et nous trouverons l'unité des langues. » Bon travail donc, tous ensemble et tous en chemin. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ces mots, cet enthousiasme et cet encouragement à marcher ensemble sur les chemins linguistiques, hein, ceux des langues, ceux qui nous unissent aujourd'hui. Cédons désormais la parole à madame la doyenne de l'inspection générale et à monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire, tous deux respectivement vice-présidents donc, de cette instance du Conseil supérieur des langues. Et je vous invite, s'il vous plaît, tous les deux, à nous exposer la feuille de route du Conseil supérieur des langues. Merci. Bon, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être là, Édouard Geffray, donc directeur général de l'enseignement scolaire. Je suis très heureux parce que dans le prolongement de tout ce qui a été rappelé précédemment, c'est-à-dire le plan langue, le bac français international, le développement d'outils de type Captain Kelly, etc., je pense que nous pouvons collectivement nous dire que nous ressentions la nécessité de répondre à la fois à un besoin et à une ambition. Et ce Conseil supérieur des langues, il vient très précisément répondre aux besoins que nous avions d'une instance d'expertise et de réflexion sur la façon d'enseigner les langues, sur la façon d'élever le niveau en langue, et puis répond aussi à une ambition, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure par Caroline Pascal en ouverture, une ambition qui est une ambition d'abord d'ouverture. Romain Gary, je crois, disait que connaître une autre langue, c'est vivre deux fois. Une ambition d'humanisme aussi, c'est par la connaissance de la langue qu'on rencontre et qu'on fait expérience de l'altérité et de l'unité dans l'altérité. Et puis bien sûr une ambition de justice sociale, puisque ça a été dit, aujourd'hui, une partie des dispositifs que nous déployons sont un élément extrêmement puissant de justice sociale au service de nos élèves. Alors, du coup, quelle est finalement la feuille de route de notre conseil donc on va essayer de partager peut-être avec vous, avec Caroline Pascal. Le premier élément, ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment d'élever le niveau général des élèves en langue. Et donc, de travailler ensemble sur le meilleur moyen d'élever ce niveau en langue et dans toutes les langues. Ça a été dit, c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette approche dont vous avez pu constater le caractère très complet, très panoramique entre les langues étrangères, les langues régionales et bien sûr les langues de l'Antiquité. Et donc, c'est évidemment aussi derrière avoir un effet levier très puissant pour tout simplement généraliser, promouvoir, identifier aussi peut-être de nouvelles initiatives que nous pourrions développer ensemble. Le deuxième aspect, c'est évidemment corrélatif à celui-ci, c'est d'enrichir la formation à destination des professeurs. Vous savez qu'il y a une réflexion qui a été très engagée sur la formation initiale, mais également aussi la formation continue, mais plus généralement, tout ce qui participe de la formation en langue, dans toutes les langues, des professeurs,
sera évidemment l'un des éléments, j'allais dire, clés du travail de notre Conseil supérieur. Et puis évidemment, le dernier sujet, c'est de pouvoir s'adosser à la recherche en la matière. Et c'est d'ailleurs, comme vous avez pu observer, la composition, j'allais dire, assez exceptionnelle de ce Conseil supérieur, à commencer par la présidence, que vous avez bien voulu assurer, Monsieur le Président, et nous en savons gré, nous en remercions, est évidemment témoigne de cette volonté de s'adosser à la recherche pour pouvoir ensuite construire les différentes lignes que je viens d'évoquer, et que Caroline peut compléter utilement, je pense. Merci. Merci beaucoup. Oui, deux, trois mots simplement pour compléter. Au-delà et en plus de tout ce que Édouard Geffray vient déjà de poser, j'ajouterais que l'intérêt de ce conseil et sa très grande nouveauté, c'est d'assurer la convergence et la cohérence entre les politiques qui pourront être menées, choisies sur l'ensemble de ces enseignements des langues. C'est le point sans doute le plus nouveau. Des conseils des langues ont déjà existé. C'est la première fois qu'on tâche de réfléchir autour des didactiques spécifiques de chacune des trois grands types de langues représentés aujourd'hui. Au-delà du fait de converger, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, il y a aussi la volonté de sortir d'une représentation concurrentielle. Il a été dit souvent que l'enseignement d'une langue vivante étrangère était un obstacle pour l'apprentissage du français. Les langues régionales ont souffert en début de siècle dernier d'une forme non pas d'interdiction, mais en tout cas d'être proscrites dans les classes pour favoriser l'apprentissage du français. Donc, on voit bien qu'une idée de concurrence était inscrite entre l'apprentissage des langues. Or, on fait aussi tous l'expérience que plus on parle de langue, plus on en apprend, plus on en parle. Autrement dit, qu'il y a une forme d'empilement et de capacité à mieux apprendre les langues quand on en connaît. Donc, toutes ces questions-là méritent qu'on les creuse ensemble, qu'elles soient travaillées d'un point de vue très opérationnel. L'idée de ce conseil est aussi d'être très pratique. Je me tourne vers Monsieur le Président, c'est-à-dire d'offrir et de proposer des recommandations qui puissent ensuite servir à la formation des enseignants, qui puissent servir véritablement dans les classes, sans pour autant être prescriptif. Il n'est pas question aujourd'hui d'installer une sorte de loi d'airain sur la façon d'enseigner, mais bien au contraire d'ouvrir au maximum en allant chercher dans chacun des collèges ce qui fait sa richesse. Ça veut dire que notre organisation sera en matriciel, encore une fois, je crois que c'est toujours le mot, entre des réflexions au sein des collèges sur des sujets spécifiques. Qu'est-ce que l'enseignement immersif aujourd'hui? Qu'est-ce que le bilinguisme dans les écoles qui portent les langues régionales? Comment est-ce qu'on lève les obstacles de la mobilité pour les langues vivantes étrangères? Comment est-ce qu'on mobilité des enseignants comme des élèves? Comment est-ce qu'on envoie des élèves de seconde en Allemagne, en Italie ou en Espagne et qu'ils reprennent un cours ensuite scolaire normal? Comment est-ce qu'on améliore la formation des enseignants? Ou encore, quel est véritablement l'apport d'un enseignement précoce en langue? On ouvre aujourd'hui beaucoup, on l'a vu tout à l'heure et on l'a vu dans la vidéo, l'enseignement primaire aux langues. Comment est-ce qu'on favorise et comment est-ce que cet enseignement véritablement porte tous ses fruits? Ou encore l'enseignement en langue, Isabelle Legui en a parlé. Travaillons sur les méthodes qui permettent là aussi d'être le plus efficace possible. Et ce, avec le monde de la recherche, au sein du Conseil, et je remercie tous les enseignants-chercheurs qui ont bien voulu nous rejoindre, à l'image de notre président, beaucoup de Grenoblois, qui est une académie très en pointe sur les recherches en didactique des langues, mais pas seulement, avec le monde de la culture, et volontairement aussi dans les membres du collège se trouvent des représentants, metteurs en scène, traducteurs, etc., qui apporteront aussi ce regard sur la culture. Je crois qu'il sera intéressant aussi que nous rencontrions les collectivités territoriales. On ne peut pas dissocier totalement le scolaire du périscolaire. Et c'est sans doute, c'est peut-être le dernier point que j'allais ajouter, une des possibilités offertes par ce conseil, qui est d'auditionner, de rencontrer, de travailler avec des acteurs qui ne sont pas habituellement les acteurs du monde scolaire,
les acteurs de la mobilité, les acteurs des entreprises sur l'intelligence artificielle, de manière à ce que peut-être là aussi, nous innovions en termes de numérique et d'enseignement des langues à distance. Notre Captain Kelly a obligé nos spécialistes de l'intelligence artificielle à travailler sur les logiciels de reconnaissance des voix des enfants. Et je crois que nous pouvons même être, dans le fond, moteurs pour inciter la recherche, aussi bien pratique, industrielle que universitaire, à réfléchir pour nous à certains sujets. Donc, un collège qui se veut pratique, qui se veut opérationnel, qui se veut très transversal, une ouverture sur le monde dans le fond et une ouverture des mondes, comme il se doit avec les langues. Effectivement, hein, vous voyez que ce collège, il se définit, ce conseil, il se définit évidemment par ses missions qu'on vient d'évoquer, par sa composition, qui est la traduction des ambitions qui viennent d'être rappelées, mais aussi donc par ses modalités de travail et par ses méthodes. C'est-à-dire que fondamentalement, le travail de notre instance a vocation à être un travail qui s'appuie justement sur les relations entre des acteurs différents, entre enseignants-chercheurs, professeurs, inspecteurs, associations, collectivités locales, ça a été dit, avec dans le fond l'ensemble des acteurs du système, et puis évidemment, peut-être plus que dans n'importe quel autre domaine, en s'appuyant aussi sur tout ce qui est comparaison internationale. Et de ce point de vue-là, l'une des premières étapes du travail de notre instance, ça va être de dresser un état des lieux sur la recherche en didactique des langues, évidemment en France, mais également à l'international, pour pouvoir ensuite déboucher sur les travaux très opérationnels que nous venons de mentionner, et pour faire marcher toujours sur ces deux jambes, finalement, de la recherche et de l'opérationnalisation d'un certain nombre de mesures au service de l'apprentissage des langues par les élèves. Donc, c'est vrai que cette méthode qu'on retrouve dans la composition de l'instance, elle est vraiment pour nous quelque part au fondement finalement du fonctionnement du Conseil supérieur des langues, sachant évidemment que pour cela, et on a bien conscience qu'il y a énormément de sujets, donc pour cela, nous serons organisés en groupe de travail. Il y aura d'ailleurs des ateliers qui vont suivre cette première partie publique juste après pour les membres, et qui finalement témoigne là aussi de ce nécessaire dialogue entre d'un côté des thématiques qui peuvent pour les être assez spécifiques ou pointues, et puis qui plus généralement vont interroger des dimensions très différentes de l'apprentissage et de la didactique des langues, et puis évidemment pour les autres vont être assez transversales, et donc très vite vont pouvoir connaître une caisse de résonance ou un vase d'expansion, si vous me permettez cette expression, au sein de l'instance plénière. Oui, peut-être juste un mot pour rebondir. Il est une langue essentielle qui nous réunit tous, qui est quand même le français. Et l'intérêt va être aussi sans doute de travailler, et là les collèges, les 3 collèges seront concernés, sur la manière dont ces apprentissages des langues permettent les apprentissages fondamentaux du français. Comment la conscience finalement qu'apporte l'enseignement dans une langue étrangère, dans une langue régionale ou dans une langue classique, permet de mieux percevoir aussi ce qu'est la langue française, comment elle se construit, comment elle s'écrit, pour quelles raisons peut-être, en cherchant dans la diachronie les raisons de cette écriture, mais aussi comment elle est particulière, comment elle est spécifique et comment elle est en contraste avec d'autres. C'est un point qui est souvent discuté. Est-ce que les langues régionales sont en concurrence avec la langue française? Comment est-ce qu'on construit l'apprentissage du français avec des élèves qui, en maternelle notamment, arrivent avec un bagage linguistique qui est le bagage familial, essentiellement régional, mais aussi parfois étranger, et comment, au fur et à mesure du parcours dans l'enseignement primaire, le fait d'apprendre une autre langue permet aussi d'avoir une réflexion sur le français. Et puis je remercie tout particulièrement les acteurs de la mobilité qui sont là, le directeur de l'AEFE, Pierre-François Mourier, Olivier Brochet, Pierre-François Mourier de FEI, qui nous aideront à travailler sur la mobilité des enseignants et des élèves. Et Monsieur le ministre arrivant, nous allons tout de suite lui laisser la parole. Bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et je salue d'abord le nouveau président du nouveau conseil, cher Carlos Sola, bien sûr Madame la chef de service, chère Caroline Pascal, Monsieur le DGESCO, cher Édouard Geffray, et Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux qui sont avec nous aujourd'hui, ainsi que tous ceux qui ont travaillé
pour la préparation de ce jour important. Je vous salue, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, que vous soyez professeurs, inspecteurs, tout simplement extrêmement investis dans le sujet des langues, si important pour notre pays et qui connaît aujourd'hui une étape décisive. D'abord, si vous êtes là, c'est parce que vous répondez à une invitation qui est celle d'un moment important, notamment vous, mesdames et messieurs les inspecteurs et professeurs, puisque, vous le savez, aujourd'hui, notre objectif est non seulement d'installer le Conseil supérieur des langues, mais aussi d'envoyer un message sur l'importance de cet enseignement aujourd'hui et ce qui se joue à travers l'existence de ce Conseil. Alors évidemment, nous sommes dans les conditions sanitaires que chacun connaît, qui nous obligent aujourd'hui à être à distance. Normalement, nous devrions être dans un grand amphithéâtre à la Sorbonne pour marquer le coup. Mais nous sommes habitués à compenser les difficultés du temps par une capacité à voir les choses ainsi. D'abord, merci aux membres du Conseil supérieur des langues d'avoir accepté d'en être membres. Et merci à tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette réunion et de cette installation. Je pense en particulier à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et d'ailleurs, je signale que c'est M. Laurent Bergès qui sera le secrétaire général du Conseil. Et je l'en remercie. Il aura un rôle extrêmement important, puisque ça consistera à faire que ce Conseil ait une impulsion directe sur les politiques concrètes de notre pays. Et de ce point de vue-là, je comparerai ce qui se joue aujourd'hui avec ce qui s'est joué lorsque nous avons créé le Conseil scientifique de l'éducation nationale, doté lui aussi d'un secrétariat général, ou le Conseil supérieur des sages de la laïcité, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une véritable politique des valeurs de la République avec un secrétariat général. C'est la même idée d'avoir un effet matriciel sur les politiques éducatives de notre pays. Et donc, cette dimension-là est très importante. Enfin, cher Carlo Ossola, je veux vraiment vous remercier d'avoir accepté cette présidence, parce que vous êtes une personnalité emblématique, non seulement par le puits de savoir que vous êtes sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, mais aussi par ce que vous représentez. Et je suis fier que ce soit un Italien qui préside ce Conseil, un grand Européen, dans un moment où il est important d'affirmer non seulement que nous voulons des élèves polyglottes, mais aussi des élèves ouverts au monde et des élèves pour lesquels la culture sera, avec la logique, le bagage pour le XXIe siècle. Nous avons besoin de l'humanisme que vous incarnez, nous avons besoin de la compétence que vous incarnez, nous avons besoin de l'état d'esprit qui est le vôtre et qui a guidé votre vie et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un grand professeur reconnu très au-delà de vos frontières. Et donc aujourd'hui, avec cette installation, nous engageons un plan langue. Un plan langue qui a été lancé en 2019, mais qui connaît sa nouvelle étape. Vous vous en souvenez, nous avions, avec Chantal Manès, avec Alex Taylor, désiré qu'une stratégie d'ensemble se réalise. Cette stratégie, elle a commencé à se déployer en 2019. Et aujourd'hui, elle connaît une nouvelle étape, avec une volonté d'embrasser toutes les langues, et en montrant que l'enjeu linguistique dépasse la seule compétence linguistique vers un pays étranger, par exemple, mais qu'il se joue quelque chose d'humaniste, d'humain, au travers de l'entrée dans la langue. George Steiner disait, une des phrases que j'aime le plus, c'est quand on apprend une langue, on rentre dans un autre univers. Et cette dimension de la langue, c'est-à-dire pas seulement une compétence pratique, qui est bien utile pour aller dans un pays étranger, non seulement cette compétence pratique, mais cette ouverture au monde, c'est ce qui se joue là. D'où la volonté que nous avons eue, non seulement de favoriser l'apprentissage des langues étrangères, mais aussi celui des langues dites anciennes, le latin et le grec, mais aussi les langues régionales. C'est pourquoi ce collège, ce Conseil supérieur des langues, vous le savez, a vocation à être organisé en 3 collèges. Un pour les langues vivantes étrangères, un pour les langues anciennes et un pour les langues régionales. Bien sûr, tout ceci n'est pas dépourvu de lien. Lorsque l'on apprend le latin, que l'on apprend par exemple l'occitan ou le corse, et que l'on apprend l'italien, on n'est évidemment pas dans 3 mondes différents, on est dans 3 mondes articulés, et il est important que nous ayons un conseil qui nous permette d'avoir une vision sur le sujet
et qu'on ait sur le terrain des établissements qui soient aussi en pointe et souvent sur les trois à la fois. Ce faisant, nous voulons aussi donner à la fois une dimension extrêmement vivante aux langues qu'on appelait autrefois mortes, à très mauvais escient. Vous me direz, elles étaient plus vivantes quand on les appelait langues mortes que depuis qu'on les appelle langues anciennes. Mais néanmoins, c'est pour d'autres raisons. Aujourd'hui, nous devons les appeler toujours langues anciennes. Elles relèvent ce qu'on appelle aussi parfois les lettres classiques. Mais surtout, nous devons les considérer comme la sève vivante de notre langue. Il n'y a pas de français sans les langues qui l'ont précédé, et donc sans le grec et le latin. Et il n'y a pas de vitalité du français sans articulation avec les langues qui nous entourent, et sans articulation aussi avec d'ailleurs ce qu'on appelle les langues de France, c'est-à-dire les langues de nos régions. Aucune langue ne s'oppose à aucune autre. Nous savons tous que plus on apprend des langues, plus on a des facilités à apprendre d'autres langues. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les langues latines, comme je l'ai fait tout à l'heure, de façon générale, l'apprentissage de plusieurs langues est bon pour nos élèves. On le sait, le président de la République avait souhaité, dans son discours de la Sorbonne de 2017, que tout élève d'Europe, à commencer par tout élève de France, apprenne et consolide 2 langues, ce qui suppose déjà d'en avoir consolidé une à la fin de l'école primaire. Nous nous mettons en situation d'atteindre cet objectif, pas seulement par les programmes, pas seulement par les cursus, mais aussi par les politiques publiques que nous mettons en œuvre. Je pense à ce qui a été fait depuis ce discours dans le contexte européen avec la nouvelle Commission, le nouveau Parlement, pour avoir plus de mobilité grâce à Erasmus. Et j'ai eu beaucoup l'occasion de m'exprimer sur ce point la semaine dernière pour les 35 ans d'Erasmus, puisque vous le savez tous, il y a eu un doublement du budget Erasmus, désormais 28 milliards d'euros. Nous avons aussi défini qu'il y avait 15% de cette somme qui serait désormais consacrée à l'enseignement scolaire, autrement dit à la mobilité de collégiens, de lycéens, professionnels, généraux, technologiques, d'apprentis aussi, mais aussi de professeurs, d'adultes du système éducatif, pour faire vivre très concrètement la mobilité européenne et donc évidemment les langues de l'Europe. Et ce cadre, ce contexte favorable, eh bien, il est essentiel de le souligner aujourd'hui, et nous devons, dans notre capacité à développer les langues, démontrer aussi que le sujet, encore une fois, n'est pas que technique, il est aussi philosophique. Il a néanmoins une dimension technique, ne l'oublions pas au passage. Et le Conseil supérieur des langues va évidemment traduire cela. Aujourd'hui, la pédagogie des langues est facilitée par toute une série, non seulement de découvertes pédagogiques, mais aussi d'outils pédagogiques. Et il est normal de faire bénéficier l'ensemble de l'apprentissage de l'ensemble des langues de cette dynamique pédagogique. On pense évidemment particulièrement aux technologies numériques, mais à tout un ensemble d'éléments pour cela. Je donnerai un seul exemple. Il y a 3 ans, j'ai souhaité qu'on lance un appel à proposition pour ce qu'on a appelé à l'époque un robot conversationnel, autrement dit une machine, un programme capable de permettre des discussions entre un élève et l'ordinateur, et de venir en appui, notamment dans l'enseignement primaire, de la compétence de nos professeurs des écoles pour le travail des élèves. Depuis, le travail a été fait, l'appel d'offres a été lancé, et ce qu'on appelle le programme Capitaine Kelly est désormais une réalité et est une montée en puissance d'un système de nouvelles technologies qui ne vient pas en substitution du professeur, en substitution du travail humain, mais au contraire en appui de ce travail. Donc nous avons voulu que la dimension technique, que la dimension pratique de l'apprentissage des langues soit au bénéfice de l'ensemble des langues et que tout ceci s'articule. Nous avons pour cela voulu que la composition du Conseil soit le reflet non seulement évidemment des 3 collèges que nous avons créés, mais aussi de l'ensemble des compétences nécessaires. Et donc autour de Carlo Ossola, nous avons souhaité une composition que nous dévoilons aujourd'hui, à l'image des enjeux que je viens de dire, et qui nous permet d'avoir des personnalités venues de tous les horizons, et évidemment notamment des personnes dont la vie professionnelle a été dédiée à l'apprentissage des langues.
Alors, tout ceci va évidemment venir au service d'une dynamique. Il ne s'agit pas simplement de créer un conseil, mais il s'agit, et je crois que vous l'avez vu au travers de la vidéo qui a été diffusée et de la présentation de l'état du plan langue qui vous a été faite, d'avoir une offre linguistique de plus en plus riche et de plus en plus diverse. Et donc nous allons avoir toute une série de nouvelles initiatives. Je voudrais en citer simplement quelques-unes à l'appui de ce que je viens de dire. D'abord, pour les langues et cultures de l'Antiquité, nous allons développer des sections français et culture antique à la rentrée scolaire prochaine. Nous allons développer des actions européennes en faveur des langues anciennes. Nous en avons lancé le départ lors du colloque du 16 novembre dernier. J'avais invité mon homologue grec, mon homologue chypriote, mon homologue italien, mon homologue portugais. Et bien sûr, d'autres homologues sont bienvenus, comme nos amis espagnols ou roumains, s'agissant du latin. Mais bien entendu, tous les homologues européens sont bienvenus, puisque le latin est une langue d'Europe, et l'Empire romain est allé loin. Cette initiative que nous avons prise le 16 novembre est une initiative qui a de grands jours devant elle, puisque cela signifie que nous donnons une dimension européenne à l'enseignement du grec et du latin, et que cela va favoriser les mobilités, les points communs pédagogiques, et plus globalement aussi un prestige de l'apprentissage du latin et du grec pour les élèves de tous les horizons géographiques et sociaux. Et puis, je confirme ce que j'avais annoncé dès lors, c'est-à-dire la création à la prochaine rentrée des sections que nous appellerons Mare Nostrum au collège et au lycée, qui favoriseront le croisement des approches linguistiques et démultiplieront ainsi leur efficacité. On est au cœur de ce qui caractérise le Conseil. Une section Mare Nostrum, c'est par exemple une section qui articulera les langues que je citais tout à l'heure lorsque je donnais l'exemple de langue du bassin méditerranéen. Et il y a plus d'une langue régionale latine en France, et il y a le latin et l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais, l'italien évidemment, tout ceci, le grec, tout ceci peut faire l'objet de sections Mare Nostrum. Et puis pour les langues vivantes étrangères, nous allons avoir de nouvelles évolutions. Je pense d'abord au travail considérable, merci chère Caroline Pascal, qui a été accompli pour le nouveau baccalauréat français international, le BFI comme on dit en langage codé, et ce baccalauréat français international traduit bien évidemment la nouvelle dynamique linguistique. Il y a aussi tout ce que nous avons fait pour les parcours renforcés dans le premier degré. Il y a le développement des jumelages et de la mobilité pour nos élèves et nos professeurs. Et puis pour les langues vivantes régionales, chacun sait que nous sommes là aussi dans une nouvelle étape avec la publication de la circulaire sur l'enseignement des langues et cultures régionales le 16 décembre dernier. Et nous nous engageons dans un travail de recueil et d'élaboration de ressources qui aboutira à la publication d'un vade-mecum sur la pédagogie des langues régionales et à la création d'un portail sur notre site de référence EduScol. Et donc nous allons poursuivre le travail partenarial engagé avec les acteurs des langues régionales. Je veux remercier tous ceux qui y contribuent. Là aussi, il s'agit de montrer que les langues régionales sont une ouverture sur le monde et qu'il y a donc une communication des langues entre elles et que c'est le cas des langues régionales comme des deux autres catégories de langues dont j'ai parlé. Enfin, n'oublions pas, j'y ai fait allusion, que nous sommes en présidence française de l'Union européenne et que l'installation de ce Conseil, évidemment, se positionne dans cette dynamique actuelle. J'ai lancé la semaine dernière le processus que nous appelons le processus de la Sorbonne, qui fait écho à ce que vous connaissez bien, Monsieur le Président, c'est-à-dire le processus de Bologne qui avait eu lieu il y a 25 ans et qui lui-même avait été très parallèle à Erasmus puisqu'il avait permis la reconnaissance des titres entre les pays européens dans le contexte du déploiement d'Erasmus, et cette reconnaissance des titres permet aujourd'hui de mieux circuler en Europe, de mieux reconnaître les diplômes au sein de l'Europe. Eh bien, nous avons lancé le processus de la Sorbonne pour mieux reconnaître les compétences entre lycées de l'Union européenne. Et ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure sur le budget très important qui désormais sera consacré à la mobilité des lycéens. Et donc, en pratique, ça signifie qu'un séjour dans un autre lycée eh bien, sera reconnu dans le cursus d'un élève et même aura de l'importance pour son baccalauréat.
ce processus que nous avons lancé, évidemment, a en son centre l'enjeu linguistique. Et puis, depuis que nous avons la présidence de l'Union européenne, c'est-à-dire depuis le début de ce mois, nous voulons porter l'idéal européen, qui est déjà et d'abord un idéal de valeurs partagées. Et encore une fois, derrière les langues, il y a un enjeu de valeurs, un enjeu d'humanisme, un enjeu d'universalisme, dans une époque où ça compte beaucoup, d'éviter de tout cloisonner, d'éviter les fragmentations identitaires. Là où ce que nous voulons, c'est au contraire la richesse que permet l'humanisme, l'universalisme de la condition humaine, exprimé des 1000 façons chatoyantes que proposent les langues. Et puis, il y a ce que dit finalement la devise de l'Union européenne lorsqu'elle dit « in varietate concordia », autrement dit l'unie dans la diversité, ou la concorde dans la diversité, parce que la reconnaissance de la richesse et de la diversité de nos langues, c'est reconnaître que la construction européenne n'est pas au détriment de tout ce qui fait notre force, mais au contraire pour la magnifier. Et puis, il y a évidemment important de développer une fierté des langues, l'ouverture que cela représente, de même que nous avons vocation à donner toute sa vitalité et, comme je le disais tout à l'heure, tout son prestige aux langues anciennes, ce substrat gréco-latin qui nous a tant constitué à l'échelle européenne. Alors le travail du Conseil, c'est aussi un élément très concret de ce que nous avons à dire et à voir aujourd'hui. Au sein de chacun des 3 collèges, les enjeux de didactique, de pédagogie spécifiques à chacun des groupes de langues concernés sera abordé. Son esprit d'innovation sera forcément très fort. Et puis, il y aura des croisements d'idées, des propositions. Bref, une vitalité du travail sur les langues. Je pense qu'il y aura quelque chose d'un peu unique en son genre dans un système éducatif au sein du monde d'aujourd'hui, de ce qui se passera au travers de ce Conseil des langues. Et je suis certain que ce Conseil des langues aura donc un rayonnement international, comme c'est le cas de notre Conseil scientifique aujourd'hui ou du Conseil des sages de la laïcité, et que donc, avec d'autres pays européens en particulier, mais aussi d'autres pays du monde, il y aura peut-être des effets d'imitation, mais en tout cas, j'en suis sûr, des effets de dialogue, et ce sera une très bonne chose. C'est sur vous, cher Président et chers membres du nouveau Conseil, que repose le changement d'image de la France dans les temps à venir. Nous sommes supposés ne pas être un pays en pointe en matière d'apprentissage des langues. Grâce à vous, je n'en doute pas, dans les années à venir, ceci va s'inverser, et pourquoi pas. Il n'y a pas de fatalité dans ces questions. Nous pouvons véritablement changer la donne, d'où aussi le rôle que vous aurez dans le débat public, national et international, pour dire l'importance de cette nouvelle dynamique et ce qui se joue pour nos élèves. Et puis, vous avez vocation à échanger avec les associations de spécialistes, avec le monde universitaire, avec les autres instances du ministère, comme le conseil scientifique que j'ai beaucoup cité, à vous rendre en académie pour aller à la rencontre des professeurs, pour visiter des classes. Vous pourrez aussi, par exemple, demander à des recteurs de vous accueillir et de tenir des sessions en région. C'est souhaitable dès les prochaines sessions pour que cette dynamique soit très concrète, soit une dynamique de terrain. Et puis, bien sûr, à faire beaucoup de comparaisons internationales, c'est toujours indispensable. Voilà en quelques mots les objectifs, le périmètre et les modalités de travail du Conseil. Bien sûr, vous avez commencé à aborder cela et vous allez continuer tout au long de l'après-midi. En tout cas, je suis heureux de vous confier cette très grande mission, celle de nous donner une nouvelle dynamique à l'apprentissage des langues, en sortant des sentiers battus, en allant, pour reprendre la belle expression de Montaigne, frotter et limer vos cervelles, et le faire avec vos collègues, avec les scientifiques, avec les professeurs et avec les élèves. Donc merci de tout cœur à tous ceux qui ont accepté d'être membres. Merci de tout cœur à ceux qui nous regardent et nous écoutent, parce que vous avez tous envie de participer à cette dynamique d'ensemble. Sentez-vous soutenus, sentez-vous en équipe pour cela. Et donc, pour terminer, je ferai comme j'ai commencé, en remerciant le président Ossola, en remerciant tous les membres, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je suis extrêmement heureux de votre discours et de votre engagement.
Je crois qu'aujourd'hui, vraiment une réalité européenne se constitue. Des semailles sont lancées et je crois que l'essentiel, Yankelevitch le dirait comme, je dirais, le sérieux de l'intention. Le sérieux de l'intention est là et nous allons certainement continuer dans ce chemin. En effet, le discours d'installation de la nouvelle présidente du Parlement européen que vous avez évoqué nous porte dans la même direction. La pluralité des langues, c'est aussi la pluralité des choix, c'est un accroissement des libertés. Et votre discours nous a amenés vraiment dans le cœur de la liberté, qui n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui vient des options que nous-mêmes nous créons à l'intérieur de notre esprit. Et je dirais que le peu que nous pouvons faire dans cette direction est aussi un accroissement de liberté pour chacun de nos élèves et pour chacun des citoyens. Donc un grand merci, nous ferons tout le possible, en tout cas tout le nécessaire pour être fidèles à la tâche que vous nous avez confiée. Un grand merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour cette initiative. Et oui, pourquoi pas partir sur cette route du Conseil supérieur des langues avec l'ensemble des membres. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont œuvré à mettre cette cérémonie en place aujourd'hui. Et donc, je remercie tous les participants qui nous ont suivis très nombreux à distance aujourd'hui. Et nous allons désormais donc clôturer cette séquence publique pour démarrer avec les membres du Conseil, dans chaque collège, les premières réflexions à l'aune des perspectives que Monsieur le ministre vient de dresser pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.